Effectivement, quand on voit la terre qui meurt, la terre qui est détruite, on ne peut pas rester insensible. Quand on voit les humains souffrir, on ne peut pas rester insensible. Et à la fois, on essaye de faire tout ce que nous pouvons pour essayer quand même de garder un peu de bonheur. Bonsoir. Après Pierre, ça va être difficile. Parce qu'on ne va pas vous parler... sinon, on va vous parler d'une chose qui est très importante pour nous. C'est le sol. Et le sol, c'est la base de tout, en fait. Sans ce respect des sols, eh bien, notre planète va très mal. Et Pierre en a pas mal parlé. Alors, pourquoi c'est si important? C'est que le sol, comme je vous ai dit, c'est la base de tout. Et on parle énormément de pollution de l'air, c'est dû aux sols qui sont en mauvais état. Pollution de l'air, pareil, c'est parce que les sols sont en très très mauvais état, voire quasiment à l'agonie, qu'en fait on a des problèmes de pollution. Donc tant qu'on ne remettra pas en fait le regard sur le sol, en plus la plupart des gens pensent le sol, et on l'enseigne, on l'a longtemps enseigné quasiment, que le sol était un support. Donc on n'avait qu'à lui mettre des produits et que ça allait aller. En fait, le sol, c'est pas du tout un support, c'est quelque chose c'est pour nous, c'est une entité qui est absolument vivante. Le sol, c'est comme nous, il vit. Et si on ne le respecte pas, eh bien en fait, on va le tuer. Et toute l'agriculture moderne, parce que ce n'était pas comme ça autrefois, même si avec les civilisations, et c'est vrai que l'homme, à partir du moment où il a voulu commencer à se sédentariser, à avoir quelque chose, à pouvoir garder une culture, ça a été le début de la dégradation des sols. Quand l'homme, au départ, l'homme était un itinérant, c'est-à-dire qu'on l'appelait, il était chasseur-cueilleur. Donc en se déplaçant, effectivement, il chassait son gibier, mais il ne chassait que ce dont il avait besoin. Il ne pouvait pas faire de stock. Et les femmes, à l'époque, c'était les hommes qui chassaient et qui cueillaient, et les femmes ramassaient les graines sauvages et cultivaient. Alors c'est vrai qu'il fallait faire des surfaces pour pouvoir que ces plantes poussent. Mais il n'y avait pas du tout cette notion, on parle de viol de la terre, puisque toute notre manière de faire à l'heure actuelle, c'est un viol. En fait, on n'arrête pas de violer la terre, on ne la respecte pas. Et les hommes, donc, étaient itinérants. Quand il y avait des difficultés, eh bien, après, ils se déplaçaient. Donc, leur impact, on dit que c'était environ 40-60 ans. Donc en 60 ans, si on se repose ce problème-là, en 60 ans, si on laisse la nature tranquille, et c'est ça qui est incroyable, et c'est pour ça que nous, on essaie de donner un message d'espoir, c'est que si on accepte les règles de la nature, c'est-à-dire qu'on l'écoute et on la respecte, eh bien en fait, on peut nourrir l'humanité, et il faut arrêter le mensonge qu'on est en train de dire en ce moment, qu'il y a pénurie. C'est absolument faux. La Terre est extrêmement bonne fille, elle est extrêmement généreuse, mais à une condition, c'est qu'on accepte ses règles. Nous, à l'heure actuelle, nous les hommes, on n'arrête pas de les violer. Vous pouvez voler, vous pouvez même tuer, et il va y avoir un tribunal, et on vous mettra en prison, ou vous paierez une dette. Donc quelque part, on passe notre temps à violer, les hommes passent notre temps à violer les lois. Mais par contre, les lois de la nature, à partir du moment où vous les avez violées, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Donc, tant qu'on continuera à violer les lois comme on est en train de le faire, eh bien, en fait, ça se passe très très mal. Alors donc, je disais qu'on revenait au bout de 40-60 ans. Ce qui fait que la nature avait le temps de se remettre, parce que quand on laisse une terre, eh bien, très vite, il y a des choses qui vont repousser et elle va se remettre en place. On n'arrête pas de dire que la planète est en danger. C'est pas la planète qui est en danger, c'est nous qui sommes en danger. C'est nous les hommes, puisqu'on est en train de la détruire. La planète, imaginons qu'un jour nous ne sommes plus là, eh bien, elle renaîtra, ça sera peut-être très long, mais de toute façon, elle se guérira.
Et c'est nous qui sommes vraiment en danger. Et si on ne prend pas le taureau par les cornes, je pense qu'effectivement, comme disait Pierre, il y aura énormément de pénuries et il y aura de plus en plus d'hommes qui mourront de faim. Donc, à un moment, on dit 6 000 ans, 10 000 ans, les hommes se sont arrêtés, ont arrêté de se sédentariser. Ils ont voulu effectivement se poser, faire des stocks, ne plus avoir à toujours chercher sa nourriture. Et à ce moment-là, les hommes ont été obligés de commencer à travailler la terre. Et là, ils ont commencé à être des perturbateurs du sol, puisque à force de la travailler, alors eux, au début, c'était simple, c'était moins dangereux parce qu'ils la cultivaient à la main, ils n'avaient pas nos outils aussi pesants et on la détruisait, ils détruisaient nettement moins. Donc en 6 000 ans d'agriculture, l'homme a fait 2 milliards d'hectares de désert. Et nous, en un siècle, en 100 ans, on en a fait 1 milliard. Donc vous voyez à quel point on a accéléré le phénomène, et je dirais que même en 50 ans, on a encore plus accéléré. Donc il y a vraiment urgence par rapport à cela. Donc cette destruction des sols, 2 milliards d'hectares dans le monde, à l'heure actuelle, bon, en plus, nous sommes de plus en plus nombreux, hein, on est 7 milliards d'individus, et quand on fait le reste, le ratio de ce qui nous reste en terre cultivable, après en avoir autant détruit, eh bien, si on fait la moyenne, chaque humain a à peu près 1500 mètres carrés pour se nourrir. Si on avait cette égalité, ce que disait Pierre, ce côté de solidarité, ce côté de partage, il n'y aurait pas de problème de malnutrition et de problème de gens qui meurent de faim. Mais comme nous, Européens, on consomme 6000 mètres carrés et les États-Unis, 8000 mètres carrés. Donc quand vous faites le ratio, eh bien automatiquement, il y a des pays, qu'on dit pays en voie de développement, de la misère et tout, eh bien ils ont moins de 700 mètres carrés par habitant pour se nourrir, se vêtir. Donc vous voyez bien qu'il y a ce problème de partage qui n'existe plus. Comment on a détruit aussi les sols à cette allure, c'est que après la guerre, il faut aussi savoir que cette accélération à partir de 1950, il y avait énormément, la France, l'Europe, le monde était beaucoup plus paysan. C'était des gens qui faisaient le pays. Petit à petit, les paysans, on a dit, ah ben vous devenez des agriculteurs. Donc il y avait cette notion de cultiver. Et après, pour la notoriété, comme disait Pierre, mais aussi pour autre chose, c'est que le monde, les politiques, ont transformé l'agriculture au départ, était dans un secteur secondaire. Donc il y avait un certain respect. Et puis, à un moment, dans les années 50-60, on a déplacé l'agriculture du secteur secondaire au secteur primaire. Donc, comme les gens qui exploitent le charbon, comme les gens qui exploitent les pierres. C'est-à-dire qu'on a considéré l'agriculteur comme un exploitant agricole. C'est-à-dire on respecte plus la terre, on va l'exploiter. Et quand vous voyez la manière dont tous les gens qui exploitent, vous n'avez qu'à regarder les carrières, vous avez qu'à regarder les endroits où on exploite le charbon, quand on ne peut plus respecter, que cette carrière ne donne plus, on abandonne de façon dramatique la carrière, eh bien on fait à peu près la même chose sur les terres. Quand elles ne sont plus exploitables, eh bien on dit ah ben c'est plus, on peut plus faire de l'agriculture et on laisse ces terres qui ont été maltraitées à l'abandon. Ben c'est comme un animal que vous avez domestiqué. Si vous le laissez à l'abandon, eh bien il va avoir énormément de mal à se remettre d'aplomb. Et d'où des friches. Quand on regarde certains endroits, par exemple dans le Lot, 80% du domaine de Lot est sous friche. Enfin, ils appellent ça des landes, c'est-à-dire complètement abandonnées, alors que c'est des terres, si on respectait ces lois, eh bien on pourrait les cultiver et renourrir la planète. Donc ce qu'on entend sans arrêt, que notre planète, si petite soit-elle, ne pourrait pas nourrir les hommes, c'est absolument faux. Alors comment on a accéléré ce problème? Eh bien, ça a vraiment démarré, c'est là où ça a été extrêmement dramatique. Je parlais pour l'Europe parce que pour les autres pays, on n'a pas ce problème de la guerre. Eh bien, en fait, c'est après les années 50
En 1950, bon, c'était tout de suite après la guerre, les Français, enfin l'Europe était au ticket, hein, se nourrissait au ticket. Et on a dit, il faut nourrir les hommes. Il faut arrêter que... bon, il y avait énormément d'hommes qui étaient morts à la guerre. Donc là, on a traité les agriculteurs de cette lenteur, puisque l'agriculteur, il n'avait pas de machine, il travaillait à la main, il y avait un côté, une certaine lenteur. Et on a dit, il faut produire, il faut produire. Alors comment on a fait aussi? Déjà à cette époque-là, il y avait des multinationales allemandes, américaines, anglaises, voire françaises, qui en fait avaient déjà travaillé sur une forme d'industrialisation. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'en fait, la terre est devenue l'utilisation des produits de la guerre. Comment on pouvait plus tuer les hommes? Eh bien, on s'est mis à tuer la terre. Et comment? Eh bien, la première chose, l'azote, le nitrate. Le nitrate était utilisé pour faire de la poudre à canon, pour tuer les hommes. Et il faut savoir qu'avant, depuis très longtemps, hein, la poudre, les feux d'artifice, c'était fait avec du nitrate. Et du temps, par exemple, de Napoléon, les caves étaient consignées parce qu'il y avait du salpêtre, ces grains au niveau de la voûte. On mettait du compost, on disait aux agriculteurs, vous mettez du compost, et avec l'humidité, il y avait une formation de nitrate et on grattait ce nitrate pour faire de la poudre. Et quand on a voulu faire ces guerres beaucoup plus fortes, à ce moment-là, on a demandé aux industriels de faire des usines pour faire de nitrate. Et en fait, ce sont les Allemands, Bosch, qui a réussi la synthèse du nitrate. Et donc, ça a permis de faire plus de canons, de tuer plus d'hommes et tout. Puis quand la guerre s'est arrêtée, qu'est-ce qu'on faisait de ces nitrates? Qu'est-ce qu'on faisait de ces usines qui coûtaient très cher? À ce moment-là, on a ressorti, et les multinationales savaient très bien, Liebig, à la fin du 19e siècle, un scientifique a montré qu'en mettant du nitrate sur les terres, on allait augmenter les rendements. Formidable! On a donc forcé les agriculteurs, incité les agriculteurs à mettre du nitrate. Donc les agriculteurs ont mis massivement du nitrate sur les terres pour donner de la nourriture aux agriculteurs. Ce que les scientifiques se sont bien gardés de dire aux agriculteurs, c'est que ça marchait parce que les terres étaient vivantes, parce que les paysans avaient donné un sol vivant avec des sols qui avaient 4%, entre autres, de matière organique. La matière organique, c'est le compost, c'est indispensable pour avoir un sol, pour donner une fertilité au sol. Donc ça a très bien marché parce qu'il y avait 4% de matière organique. À l'heure actuelle, on est à moins de 2%, et dans certains endroits, on a moins de 1% de matière organique dans le sol. Donc vous voyez, on est passé de 4% en 1950 à 2% en moyenne, quand c'est pas 1%. Ce qu'on a oublié de dire aux agriculteurs, c'est que s'ils ne rajoutaient pas ce compost, ce fumier qui était devant la ferme, eh bien, en fait, les agriculteurs allaient courir à la catastrophe. Parce que pourquoi? Parce que les engrais, ça fonctionnait parce que c'était, en fait, l'engrais utilisait la matière organique, la minéralisait, transformait donc la matière organique. Grâce aux engrais, eh bien, on allait mobiliser le calcium, le phosphore, le potassium, les éléments indispensables à la croissance de la plante. Donc on a fait mettre, et ça a marché au début, mais en oubliant bien de dire, c'est pas la peine de rajouter du nitrate, de rajouter du fumier ou du compost. Petit à petit, comme ça consommait, on dit d'ailleurs que les engrais, ce nitrate, brûlait la matière organique. Le mot brûler a énormément d'importance. Hein. Quand vous brûlez quelque chose, il reste plus grand-chose après. Eh bien, petit à petit, ça a diminué la matière organique. Donc, les agriculteurs ont mis de plus en plus de nitrates. Donc, on a augmenté de façon massive l'augmentation des nitrates. Plus vous allez mettre des nitrates, plus les agriculteurs, les plantes ont été sensibilisées, puisqu'en fait, elles étaient gavées. On les forçait avec ce nitrate, d'où faiblesse des plantes, et les plantes, de plus en plus malades, eh bien, qui avaient derrière, toujours ces multinationales, qui ont dit, mais il n'y a pas de problème, on va vous donner les produits pour soigner ces plantes. Donc on voit
Ça, c'est une des premières choses, c'est la première chose qui a détruit les sols. Après, il y a eu, et en 1950, on voit très vite, il y a eu aussi l'arrivée, on a dit, mais vous vous rendez pas compte, vos bœufs, les chevaux, ça va pas assez vite, et les premiers tracteurs sont des tracteurs américains, et quand on regarde un tracteur, eh bien, c'est légèrement modifié, mais c'est quasiment, bon, ça vient des chars, des chars. Donc en fait, on voit une fois de plus que l'agriculture, les tracteurs pesants, eh bien, c'est un dérivé de la guerre. Donc, les agriculteurs ont utilisé des engrais qui ont détruit les sols, ont utilisé des machines de plus en plus lourdes, avec des labours de plus en plus profonds, et puis maintenant, la demande d'irrigation. Et ces trois phénomènes sont le début de la destruction des sols, parce que à ce moment-là, le sol va perdre son côté vivant, parce que si vous avez plus de ça, eh bien, les vers de terre, les animaux qui vivent, donc ce côté vivant, ne peuvent plus vivre. Et à ce moment-là, votre sol va se fermer, va se compacter, et eh bien, l'eau ne va plus rentrer, l'air, l'oxygène ne va plus rentrer. Et là, l'agriculteur, on va commencer à le montrer du doigt. Parce qu'en fait, comme disait Pierre, les agriculteurs, c'est toujours eux qui sont les pollueurs, qui crient trop et tout. Et l'agriculteur, le côté pollueur, en fait, ils ont cette étiquette derrière le dos, mais parce qu'on les a entraînés là-dedans. Nous, on dit, ce ne sont plus des exploitants agricoles, ce sont des exploités agricoles. Ils sont totalement exploités par ces firmes, parce que comme ça marche pas, eh bien, en fait, chaque fois, il y a quelqu'un qui va dire, vous inquiétez pas, il va y avoir le produit nécessaire. L'eau ne rentre plus dans vos sols. Oh, c'est pas difficile. On va irriguer, on va perfuser. Donc, je reviens, on va violer, on va forcer la plante. Mais normalement, un sol vivant, l'eau rentre dedans et l'oxygène va rentrer dedans. Et quand donc l'agriculteur va arriver à un moment de pollution au niveau des nappes phréatiques, parce que comme vous n'avez plus la vie, vous n'avez plus cette porosité, vous n'avez plus cette faune, eh bien cette faune, quand elle vit, elle fait des crottes à la surface, les vers de terre font des crottes à la surface, et dans cette terre, dans ces crottes, en fait, il y a tous les éléments de la plante qui servent à nourrir la plante, le phosphore, le potassium, le calcium. Comme c'est plus remonté, ça part dans la nappe phréatique. Et à ce moment-là, on parle de la pollution par les nitrates, mais il y a aussi tous les autres produits, et l'agriculteur devient le pollueur, et c'est pour ça que nous, consommateurs, vous avez les algues vertes, par exemple, en Bretagne, où vous avez les poissons, trop de produits, et les poissons qui vont mourir dans les rivières. Et donc là, c'est déjà, on parle de destruction chimique. Donc là, l'agriculteur, il est encore plus contraint de remettre de plus en plus de produits. Il faut qu'il gave sa plante, non plus avec les nitrates, mais avec le phosphore, le potassium. Et comme ça ne passe plus par les racines, on dit toujours on va le violer par le foliaire. C'est comme si on vous nourrissait par votre derrière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça serait difficile. C'est exactement ce qu'on fait à la plante. On la viole, elle ne se nourrit pas par ses feuilles, elle se nourrit par la racine. Quand vous allez avec cet autre stade, à ce moment-là, l'agriculteur, comme ça n'est plus, il n'a plus d'éléments qui va permettre la cohésion du sol, il va aller dans le milieu, dans le niveau de l'érosion, et c'est ce que vous voyez chaque fois qu'il y a de l'eau ou de la pluie, on dit c'est la faute à la pluie, mais avant c'était la faute à la sécheresse parce que le sol est trop fermé, ça rentre pas. On va vers l'érosion, les glissements de terrain, les eaux complètement boueuses, parce que la terre ne tient plus, elle s'en va dans la mer, et les agriculteurs perdent tout. Donc en ce moment, toute l'industrie, toute la manière dont on a géré nos sols, on les a pas gérés. En fait, on décapitalise, on détruit ce patrimoine, et comme cette terre ne nous appartient pas, loin de là. Et en fait, la manière dont on l'a gérée, je ne sais pas ce qu'on va laisser. Si on continue comme ça, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Si on accepte ces règles, et c'est ce qu'on fait quand on essaie de faire dire aux agriculteurs, si vous respectez ces règles, et Claude va vous l'expliquer mieux après, on peut refaire une agriculture sur des sols. Et c'est comme ça qu'on a connu, par exemple, Xavier. On a travaillé dans son pays, en Ukraine. Il était sur un sol sableux. Il n'y a rien qui poussait.
On a remis un compost, on a remis... bon, il y a eu un travail, hein, on n'a pas fait comme ça et ça a repoussé. Eh bien, en fait, en regérant, en regardant comment ça fonctionne, eh bien, en fait, il a un jardin qui produit et de façon extrêmement généreuse. Donc, en fait, ce n'est pas une fatalité. On peut remonter, on peut redonner à la vie des terres qui sont abandonnées par la culture et par les agronomes. Simplement, il faut regarder et il faut accepter qu'un sol a une vocation. On n'a pas le pouvoir de dire à la terre, c'est la terre qui nous dit ce qu'on doit faire. On doit écouter la terre. Et nous, on a une telle puissance, on a tellement l'impression qu'on est au-dessus des lois et qu'on est le bon Dieu, qu'en fait, on dit à la terre, je veux ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la terre qui nous dit, vous pouvez faire ça. Et que si on avait ce regard d'humilité, hein, le mot humilité, humanité, homme, humus, on a des racines très très proches. Je pense qu'on serait dans une autre problématique et on ne parlerait pas à l'heure actuelle de tous ces problèmes de la planète. Lydia elle a toujours le côté un peu dur, parce qu'elle explique comment on tue la terre. Maintenant, on va vous expliquer comment, depuis 20 ans, avec Lydia, on développe l'inverse et remettre de la fertilité dans la terre. Alors, notre façon de travailler est évidemment, on n'a rien à voir avec les agronomes. Les agronomes, ils imposent leurs lois. D'ailleurs, agros nomen, hein, j'impose ma loi au champ. Alors que normalement, nous devrions faire de l'agrologie, c'est-à-dire logos, la connaissance. C'est par la connaissance du sol que je pourrais cultiver de façon durable. Donc le travail qu'on fait avec Lydia n'a rien à voir avec ce que font les agronomes. Nous, quand on est appelé dans un pays pour travailler, on va d'abord dans la nature. On va dans la forêt si c'est un milieu forestier, on va dans la steppe si c'est un milieu stépique. On va toujours regarder le modèle, parce que le grand livre, c'est la nature. Il ne s'agit pas de l'imposer, de couper la forêt puis dire « Ah, j'ai ruiné mes sols, j'ai de l'érosion ». Comment elle marche cette forêt? Si vous prenez par exemple la forêt amazonienne, elle a 70 millions d'années, elle reçoit 3 mètres d'eau par an, et elle continue à faire pousser des arbres immenses. Et elle n'a jamais reçu d'engrais, elle n'a jamais rien reçu, et elle est d'une fertilité exceptionnelle. Les hommes arrivent, ils coupent la forêt, ils foutent le feu, ils brûlent tout, 5 ans après c'est le désert. Et ils disent « C'est des sols pourris, on ne peut pas nourrir les hommes là-dessus, ça vaut rien ». Et ben, comment ça se fait qu'ils font pousser les plus grands arbres du monde? C'est que leur modèle est nul, puisqu'on est dans un milieu riche, eux ils le détruisent, ils disent « Oui, il n'y a plus rien qui pousse, c'est une terre qui est foutue ». Mais non, c'est pas, on va regarder comment ça marche. Et chaque modèle a son fonctionnement particulier. Donc on ne va pas vous parler de tous les modèles écologiques, parce que la nature a développé des modèles incroyablement différents. Un sol de forêt équatoriale ne fonctionne pas du tout comme un milieu stépique ou comme un milieu tempéré. Chaque sol a sa dynamique, a sa faune, a sa microflore, qui est adaptée aux conditions. Si vous prenez un pays tropical où il pleut, il fait chaud toute l'année, pour vous donner une idée, dans les forêts équatoriales, on minéralise 60% de la matière organique dans l'année, alors que chez nous, on ne minéralise que 2%. Heureusement, la nature a mis au point des systèmes qui font que malgré une forte minéralisation, elle arrive à maintenir de la matière organique, parce que là, elle a fait des plantes plus riches en lignine, plus résistantes à la minéralisation, elle a développé des stratégies pour vivre dans des milieux où il fait très chaud et très humide. Nous, je vais vous parler des milieux de chez nous. Qu'est-ce qu'il y avait avant que nous arrivions? Ici, c'était la forêt tempérée. Pourquoi? Parce que dès que vous dépassez 550 mm d'eau sur cette planète, c'est la forêt qui s'installe. Au-dessous de 550 mm d'eau, les arbres ont beaucoup de mal à s'installer. Vous allez aller vers ce qu'on appelle d'abord la savane arborée, puis après vous terminerez soit à la steppe si vous êtes dans les régions froides comme chez nous, soit à la savane si vous êtes en milieu équatorien. Donc quand il n'y a plus assez d'eau, l'arbre il peut plus pousser, il va être remplacé par des graminées. Mais chez nous, avant que nous arrivions, la France était couverte à 95% de forêts. Soit des forêts marécageuses dans les zones humides, soit des forêts de feuillus. Et la forêt, comment elle marche, comment elle fait pour fonctionner pendant des millions d'années sans que personne ne lui apporte rien? Elle fonctionne de la façon suivante. L'arbre, tous les ans, il fait tomber dans nos régions, comme il fait froid en hiver, la nature, elle s'est adaptée, hein, contrairement aux pays équatoriaux où la forêt est verte toute l'année. Chez nous, comme en hiver, il fait froid, et que les sols, les microbes du sol ne travaillent qu'au-dessus de 7 degrés, eh bien, en hiver, les sols, ils travaillent plus, donc l'arbre, il n'a plus rien à manger, donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met en hibernation. Donc les arbres, chez nous, ils font tomber leurs feuilles, et ils vont faire tomber des branches mortes, ils vont créer ce qu'on appelle une litière. Cette litière va se déposer à la surface du sol, et les animaux vont venir dégrader cette litière, la manger. On les appelle les décomposeurs primaires. Alors vous avez des vers de terre, vous avez des colamboles, des acariens, il y a tout un monde extrêmement varié.
qui se chiffrent, pour vous donner une idée, si on prend juste les acariens dans nos forêts, on a 3-4 milliards à l'hectare, les colamboles pareil, donc c'est un monde grouillant. Ce monde va manger tous ces déchets, va faire des crottes, et ces crottes, c'est quoi? C'est de la matière organique qui est devenue très fine, et qui va être à son attaquée par les champignons. Les champignons, c'est les seuls uniques organismes au monde qui sont capables d'attaquer la lignine, et la lignine, c'est la molécule la plus synthétisée par le monde végétal sur cette planète. Et les seuls qui savent l'attaquer, c'est les champignons. C'est pour ça que vous allez chercher les cèpes en automne, c'est parce que c'est le moment où il y a beaucoup de feuilles mortes qui tombent. Ces champignons, ils vont transformer cette lignine et cette cellulose en humus. Et ils vont fabriquer de la matière organique. Donc, première chose que me dit la nature, j'ouvre le livre de la nature, je l'observe, au lieu d'arriver de foutre le feu dedans et tout casser, je l'observe, et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, l'humus se forme à la surface du sol. Donc déjà, je commence à comprendre pourquoi la charrue est un engin de destruction massive des sols. C'est que la charrue, elle met la matière organique dans le sol. Ah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Le sol, depuis des millions d'années, il fabrique sa matière organique à la surface. Et pourquoi? Parce que les champignons sont des organismes strictement aérobiques. Il n'existe pas de champignons anaérobiques sur Terre. Et c'est pour ça que la ville de Venise est encore là. C'est que les piliers sur lesquels reposent les monuments de Venise sont dans de la vase. Ils sont en anaérobiose. Aucun champignon ne peut attaquer ce bois. S'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de sortir des piquets de clôture, vous avez pu remarquer que les piquets de clôture sont attaqués en surface et que la pointe du piquet est intacte. Il n'existe pas de champignons anaérobiques. Et c'est pour ça que si vous enfouissez votre matière organique de la paille avec une charrue, elle ne se décomposera pas. Et c'est pour ça qu'on arrive dans une situation absurde en France. En 1900, les paysans français faisaient 2 tonnes de paille à l'hectare et ils avaient 4% de matière organique. À l'heure actuelle, les paysans français font 5 à 6 tonnes de paille à l'hectare et ils n'ont que 2% de matière organique. Pourquoi? Parce qu'ils font cette énorme bêtise d'enfouir la matière organique dans le sol. Et ça, c'est un geste qui est pratiqué par presque tous les hommes. Même un amateur, il veut planter un arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un trou, il fout du compost au fond du trou et met de l'arbre par-dessus. Il vient de commettre une énorme erreur agronomique. Il n'a pas regardé ce que la nature faisait autour de lui. La nature n'enfouit jamais de matière organique dans un sol. Première règle que nous dit la nature. Ensuite, on regarde les arbres. Comment ils font? Comment ils font pour fonctionner? Ils ont un double enracinement. Ils ont un enracinement horizontal sous la matière organique. On peut se dire, tiens, pourquoi au cours de l'évolution, les arbres, ils ont mis les racines sous la matière organique? C'est qu'au printemps, quand le sol va se réchauffer, les bactéries, deuxième groupe de microbes, vont attaquer cet humus fabriqué par les champignons pendant l'hiver, pendant l'automne et l'hiver, ils vont le minéraliser, et donc tout le phosphore, le calcium, le potassium vont descendre avec l'eau de pluie. Comme les racines de l'arbre sont horizontales, elles récupèrent toute cette matière, elles la renvoient dans les feuilles, le système sol-plante est fermé. Pas de pollution de nappe phréatique sous forêt, parce que la forêt a une intelligence avec les racines sous la matière organique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en agriculture? On met la matière organique sous les racines. Donc, on pollue. Alors qu'il suffisait tout simplement de laisser la matière organique au-dessus pour qu'elle puisse nourrir les racines. Ensuite, l'arbre, il a un deuxième système racinaire qui est pivotant, qui va descendre jusqu'à la roche-mère et qui va l'attaquer. Les plantes ont la caractéristique de sécréter des acides qui attaquent la roche et qui la transforment en argile. Et ce qui est remarquable dans le système vivant, c'est que le sol, c'est un milieu exceptionnel, hein, il est unique probablement dans l'univers, est formé de la tache de l'humus qui est fait en surface et de l'argile qui est fait en profondeur. C'est un complexe argilo-humide. Et ce qui est très étonnant dans le monde vivant, c'est que la nature va partir pour se battre contre les forces de l'univers, qui sont des forces qu'on appelle anthropiques, des forces de désordre. Hein. L'univers passe son temps à créer du désordre, donc de la mort. La vie, elle fait de l'inverse. Elle fait ce qu'on appelle la négantropie. Elle crée de l'ordre. C'est-à-dire qu'à partir d'une chose aussi bête que de la litière, les champignons vont fabriquer la molécule vivante, organique, la plus complexe du monde, qui est l'humus. Et à partir d'une chose aussi simple que des cailloux, les racines des plantes vont fabriquer le minéral le plus complexe de l'univers, qui est l'argile. Et la réunion de cet humus et de cette argile va faire le milieu le plus riche de la planète, qui est le sol. Et qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous mettons nos engrais chimiques qui brûlent la matière organique, qui brûlent l'humus, nous emportons les argiles dans les rivières et nous faisons le désert au lieu de créer de la complexité. Alors donc ces racines vont faire de l'argile en profondeur. En profondeur, il y a des racines qui meurent, des nouvelles racines qui arrivent. Heureusement, il existe des animaux qui vont nettoyer toutes ces racines mortes. On retrouve des familles comme les colamboles, les acariens, qui vont maintenir toujours de l'aération dans le sol. Alors comment le sol il se fait? Puisque l'humus est fait en surface, l'argile en profondeur, on sert grâce à une troisième faune, c'est là vous l'avez tous observé, c'est les grands vers de terre, les lombriques. Ils font l'aller-retour toutes les nuits, ils viennent chercher la matière organique, ils la descendent le long de leur galerie, et comme c'est dans une galerie en présence d'oxygène, ça pourra faire de l'humus le long de la galerie, et ils vont remonter de l'argile en surface. Et c'est dans leur intestin que argile et humus vont se fusionner, et comme ils ont une glande qu'on appelle la glande de Morène qui est très riche en calcium, hein, les humus sont négatifs, les argiles sont négatifs, mais le calcium a 2 charges positives qui vont attacher ensemble argile et humus. C'est comme ça que le sol se forme. Donc si on observe bien la nature, on se rend compte qu'il y a
il y a des lois à respecter. Il faut que j'ai des champignons, il faut que je laisse ma matière organique au-dessus, et il faut que je permette à mes racines de plonger profondément. Et nous, on fait exactement l'inverse, on compacte les sols, les racines sont superficielles, on n'a plus de formation d'argile puisqu'il n'y a plus de relation entre la racine et le monde minéral, et on dit, vous voyez, ces sols, ça marche pas, il faut rajouter des engrais, rajouter des pesticides. Donc notre travail, c'est d'expliquer aux agriculteurs que la première chose qui manque dans nos sols, c'est absolument pas de l'azote, c'est absolument pas de la potasse, c'est absolument pas du phosphore comme on essaye de bassiner aux gamins dans les lycées agricoles, c'est pas ça dont elle a besoin, le sol. À l'heure actuelle, les sols du monde ont besoin de matière organique, de carbone. Donc comment on fait pour réapporter des carbones dans des sols qui sont morts? On a plusieurs techniques. Si vous êtes sur des petites surfaces, c'est-à-dire vous êtes sur des jardins, vous allez pouvoir apporter cette matière organique directement. Ça peut être du compost. Le plus efficace de tout ce qu'on a étudié en 20 ans avec Lydia pour régénérer un sol mort, alors là je parle de sol franchement mort, par exemple de la latérite en Afrique, il n'y a plus rien qui pousse dessus, c'est le bois raméal fragmenté. Francis Allais a révolutionné la connaissance de l'arbre. On pensait pendant longtemps que l'arbre c'était une espèce végétale. Nous savons grâce aux travaux de Francis Allais que l'arbre est en fait un corail, c'est une association de végétaux. Pierre vient de parler de la notion d'association, de symbiose, qui est fondamentale dans le monde vivant. Un arbre, c'est comme un corail. Un corail, c'est quoi? Il y a un squelette mort de calcium sur lequel vivent des organismes différents, des organismes qui chassent, des organismes qui protègent, des organismes qui nourrissent. Et puis vous avez dans l'arbre, c'est pareil, il y a même des espèces d'arbres qui ont plusieurs espèces de plantes. Sur chaque bourgeon représente des espèces différentes. Et ces bourgeons vont vivre sur un tronc central qui lui est mort, mais vivent ensemble. Et il se trouve que ces branches qui portent des bourgeons portent en fait des organismes complets. Or, au niveau alimentaire, un organisme complet vous nourrira toujours plus qu'un morceau d'organisme. Pourquoi une huître? Vous dites, une huître, c'est que de l'eau. Ah oui, mais c'est extrêmement nutritif, parce que quand vous mangez une huître, vous mangez du système nerveux, vous mangez du foie, vous mangez de la viande, vous mangez de tout. Un petit ortolan, c'est pas gros, mais ça vous calme très vite, parce que vous mangez tout, la cervelle, les pattes, le squelette, tout. Alors que quand vous mangez un morceau de poulet, qui en plus est industriel, ça vous apporte pas grand-chose. Donc, l'intérêt du bourgeon, c'est qu'il est un organisme complet. Il est donc d'une richesse extraordinaire. Donc quand vous taillez votre haie, c'est pour ça que c'est important d'avoir des haies autour de votre jardin, vous allez broyer ce bois, les rameaux, pas les bouts de bois, les rameaux, vous allez poser ça sur le sol, et là, tous les champignons vont venir, vous allez régénérer. Mais c'est impressionnant, sur des sols qui sont durs comme du béton, la latérite d'Afrique, vous posez ça, et vous faites repartir tout. Alors, coup de chance, pour nous, les arbres sont des plantes pionnières, donc première chose qu'on fait dans les pays ruinés, on apprend aux agriculteurs à remettre des haies. Ça, c'est la première acte, parce que l'arbre est une plante pionnière qui est capable de pousser sur les sols ruinés, donc on installe des haies. Ces haies, ça va être très intéressant, surtout dans des régions comme l'Afrique, où il y a séparation des éleveurs et des cultivateurs, avec souvent des conflits sociaux entre les éleveurs et les cultivateurs. On va créer des haies épineuses, qui fait que les vaches ne vont pas pouvoir rentrer sans demander l'autorisation au cultivateur de pouvoir faire paître les vaches. Donc ça permet une entente entre les groupes d'éleveurs et les groupes de cultivateurs, de dire voilà, cette parcelle, maintenant ça y est, j'ai récolté mon mil, tu peux rentrer tes bêtes dedans pour manger la paille, le système est maintenant protégé, au lieu que les bêtes se baladent partout et que ça fasse des conflits et des bagarres entre groupes ethniques. Donc mettre une haie. Alors cette haie, évidemment, pas des résineux, les résineux sont toxiques, ils tuent les vers de terre. Donc, il ne faut pas faire des blocos végétaux avec des tuyas autour de vos pavillons. Ça, c'est la mort totale. Il faut prendre des haies variées. Donc, des haies fleuries, qui en plus nourrissent les abeilles, qui sont faites avec des feuillus. Et si vous avez planté des arbres, des feuillus autour de votre jardin, vous avez une source de bois raméal fragmenté qui va vous permettre de régénérer même des sols qui ont été saccagés par la mafia de la terre. Vous savez, quand ils font des lotissements, il y a toute une mafia de la terre qui pique la terre. On installe le pavillon, il n'y a plus rien qui pousse, et après on vient et on vend des produits chimiques pour que le gazon puisse enfin pousser, pour qu'on puisse mettre le cèdre bleu du Japon et que le chien castré fasse pipi dessus. C'est ce qu'on appelle la nature dans notre société. Et donc, si je n'ai pas ça, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un bon citadin, quoi. Donc là, on va leur apprendre au contraire à avoir une haie. Une fois que vous avez la haie, vous pouvez raméal fragmenté. Si maintenant vous avez la possibilité, d'avoir des animaux, c'est encore mieux. Ces animaux, ils vont vous permettre de faire du compost, c'est-à-dire qu'après vous pourrez avoir du compost. Et puis des petites choses toutes bêtes dans un jardin. Ne tondez pas votre gazon. Un gazon qui est tondu va mourir, il va se couvrir de mousse, il va dégénérer. Une plante annuelle a besoin de faire son cycle complet. Et une chose qui va être fondamentale, si vous laissez au moins la moitié de votre gazon chaque année monter en fleurs et monter en foin, les anciens faisaient du foin, si vous allez faire revivre une population d'insectes qui est fondamentale pour l'aération des sols, qui sont les orthoptères, c'est-à-dire les sauterelles, les grillons et les criquets.
ces grillons, sauterelles et criquets disparaissent quand vous tondez. Donc quand vous tondez, vous allez avoir un sol qui va être flingué, vous êtes obligé de mettre des produits anti-mousse. Après, le gamin, quand il va s'asseoir, il va avoir des rougeurs sur la cuisse, vous allez dire qu'il est allergique au gazon. Non, il est allergique à l'anti-mousse, faut pas confondre. Et vous allez faire disparaître les abeilles parce qu'elles n'auront plus rien à butiner. Il y a une invention catastrophique dans l'agriculture moderne, dans l'élevage industriel, qui a été l'ensilage. Le type qui a inventé cette saloperie a eu le prix Nobel. Et l'ensilage, c'est une véritable catastrophe. Il n'y a plus de foin. Comme il n'y a plus de foin, il n'y a plus de fleurs. Comme il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus d'abeilles. Et il n'y a plus de grillons, il n'y a plus de sauterelles qui aèrent les sols. Un sol qui passe à l'ensilage, c'est un sol qui va vers la mort. Il faut laisser le foin monter en fleurs. C'est fondamental d'abord pour la vache. Ça va lui permettre de digérer beaucoup mieux. C'est un ruminant. Ça va lui permettre de ruminer. Alors que l'ensilage, il flanque la chiasse, la rend malade, il fait venir le véto. Ça enrichit le véto, mais ça appauvrit l'éleveur. Il faut que les bêtes broutent. Ça paraît bête, hein, une vache a besoin de brouter. Nous, on leur file de la viande dans la nourriture. Vous voyez, on est quand même loin de ces réalités. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est essayer de faire comprendre aux agriculteurs que si on respecte ces lois, comme disait Lydia, eh bien, on peut absolument, d'une part, faire une agriculture durable, qui pourra nourrir les hommes, et surtout leur donner une nourriture saine. Parce que le drame de l'agriculture actuelle, c'est que ça produit de la malbouffe, et que la malbouffe, ça vous rend malade, et que c'est pas ça. Je veux dire, nous ne faisons plus de culture à l'heure actuelle, nous faisons de la gestion de pathologies végétales. Un bon céréalier, c'est le céréalier qui sait faire ses 6 traitements sur son blé pour pouvoir l'amener à la coopérative. C'est pas ça normalement. Un céréalier, il doit cultiver un blé sain, pas un blé qui a besoin de 6 traitements de pesticides pour pouvoir arriver à la coopérative. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les gamins, ne mangent plus que des blés malades. Alors certes, ils ont été soignés, mais ils sont malades. On ne fait plus d'élevage, on fait de la gestion de pathologies végétales. On met de l'antibiotique dans la nourriture de nos bêtes. On n'a plus des bêtes animales, pardon. On fait de la pathologie, la gestion de pathologie animale. Toutes les bêtes sont bourrées d'antibiotiques. 85% des antibiotiques produits sur cette terre sont dans l'alimentation animale. Parce qu'on n'a plus une bête en élevage industriel qui est capable de rester en vie sans toute cette bagarre, cette bouffe médicamenteuse. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit nourrir nos enfants? Est-ce qu'on doit leur faire manger des animaux malades et manger des plantes malades? Je crois pas. Je crois que si on veut garder un état de santé, il faut que les plantes que nous mangeons soient en bonne santé. Il faut que les animaux que nous mangeons soient aussi en bonne santé. Et ça demande de passer par le respect des lois du sol. Voilà, on va s'arrêter là, on va laisser maintenant un peu de place pour les questions.